Mission accomplie et retour mouvementé ce matin pour Jean-Loup Chrétien et les deux cosmonautes soviétiques champions de la durée dans l'espace. Maître Lombard dans l'engrenage de la justice, un avocat de premier plan inculpé de complicité de recel et de faux en écriture dans l'affaire des tableaux de l'héritage Canson. Aggravation des charges contre l'ancien CRS Gilles Burgos, passible des assises pour homicide volontaire. Il se poursuit en cassation. Le comité international de la Croix-Rouge évacue tout son personnel du Liban. Les explications du porte-parole du CICR à Genève. Un championnat de France qui a fait salle comble à Bercy. Un couple de retraités d'Aquitaine sacré meilleur danseur rétro 88. Madame, monsieur, bonsoir. Une panne d'ordinateur qui retarde de plus de 3 heures l'atterrissage prévu. Et puis le brouillard qui cache pendant plus d'un quart d'heure dans la steppe glacée le vaisseau spatial. Le temps enfin de faire le ménage à bord et de s'envoler immédiatement pour la Cité des Étoiles près de Moscou. La mission spatiale franco-soviétique s'est finalement bien terminée ce matin, mais il y a eu quelques moments d'émotion. Patrice Pelé. Enfin sur Terre, les deux soviétiques auront passé 366 jours dans l'espace, Jean-Loup Chrétien plus modestement 26. Vous rentrez à l'heure à la maison. Ah, c'est un peu tard, hein. Ouais, tiens, j'ai perdu ma montre dans tout ça. Bon, à part ça, comment vous sentez-vous là actuellement sur votre chaise longue? Ah bien, je vais un peu là. Derniers instants à bord de la station Mir, ceux qui restent embrassent ceux qui partent. Les deux soviétiques, suivis par Jean-Loup Chrétien, empruntent alors le SAS et prennent place à bord de Soyouz, 1 mètre cube à partager en 3. Et la porte se referme. Encore 2 heures passées à bord pour vérifier que tout fonctionne bien, et c'est la séparation entre les deux vaisseaux. Jusque-là, tout allait pour le mieux, mais les 3 hommes ont tout à coup la désagréable surprise de voir une lampe rouge s'allumer sur le tableau de bord. L'ordinateur, saturé d'instructions, ne fonctionne plus. Conséquence immédiate, le pilote automatique chargé de gérer le retour sur Terre est en panne. Dans la salle de contrôle, on réfléchit sur ce qu'il est convenu d'appeler un incident majeur. Et après 3 orbites supplémentaires autour de la Terre, les ingénieurs décident et donnent l'ordre au commandant de bord, Vladimir Titov, de piloter manuellement l'engin spatial. Aucune erreur n'est permise. Immédiatement, à 36 000 km/h, le Soyouz plonge vers les couches denses de l'atmosphère. À l'extérieur, les parois sont chauffées à 1000 degrés. À l'intérieur, les hommes sont écrasés par la décélération. À 10h57, heure de Paris, le Soyouz se pose enfin ici, dans le désert du Kazakhstan. Mais il y a du brouillard et le Soyouz s'est posé à 75 km de l'endroit prévu. Il faudra plus d'un quart d'heure aux hélicoptères pour repérer le point de chute. En 82, au cours de son premier vol, les sensations avaient été moins fortes pour Jean-Loup Chrétien. Cette fois-ci, le retour a été très mouvementé, mais la mission se termine bien. Jean-Loup Chrétien a donc laissé à bord de la station Mir l'équipage avec lequel il était parti de Baïkonour le 26 novembre dernier. Et il est rentré avec les deux champions du monde de durée dans l'espace, Titov et Maranov, qui y ont passé 365 jours et 22 heures, très précisément. Alors dans quel état peut-on être après un tel séjour, Philippe Dumez? Comme il y a 1 an avec Yuri Romanenko, le plus dur de la conquête spatiale, c'est le retour sur Terre. Le corps est devenu très fragile après un vol de 326 jours. Quand Jean-Loup Chrétien a rejoint Vladimir Titov et Moussa Manarov dans la station Mir, les deux cosmonautes soviétiques étaient déjà là-haut depuis presque 1 an. À leur retour sur Terre, les médecins craignent donc pour eux des modifications importantes et en particulier des problèmes cardiovasculaires. Vous savez qu'un cosmonaute qui revient d'une période d'impesanteur, lorsqu'il revient au sol, ne tient plus debout, il présente des chutes de pression sanguine artérielle et des états syncopaux, c'est-à-dire de syncope. Et on est obligé de le réhabituer progressivement à la position debout, et ceci, après un vol de longue durée, peut prendre quelques jours. C'est donc une des premiers inconvénients. On se rend compte en effet de ce phénomène au visage boursouflé des cosmonautes. Autre problème, les os deviennent fragiles et la non-pesanteur engendre une atrophie des muscles. C'est la raison pour laquelle, là-haut,
on fait du jogging tous les jours sur un tapis roulant. Enfin, dans l'espace, on grandit comme lorsque l'on reste longtemps alité. Mais la taille redevient vite normale une fois sur Terre. Pendant plusieurs semaines maintenant, entre la rééducation et le traitement des informations recueillies là-haut, les Soviétiques et les Français vont avoir fort à faire. Ils sont en tout cas, dès ce soir, couverts de décorations françaises et soviétiques. L'un des plus flamboyants des grands avocats français, l'un des plus médiatiques aussi, a traversé le miroir. Maître Lombard a été inculpé ce matin de complicité de recel et d'usage de faux en écriture privée par le juge d'instruction qui tente de démêler l'imbroglio de l'affaire Canson. Cette affaire bien compliquée de captation d'héritage et de tableaux. À Marseille, Patrice Velay et Michel Perrault. Dans le couloir du juge, Paul Lombard inculpé. Il attend son défenseur, Maître Kijman. Il sait que dans quelques instants, un débat contradictoire va s'engager pour décider de son éventuelle mise en détention. C'est ce gentilhomme sévillan qui est à l'origine des déboires de l'avocat marseillais. Dès début 85, Paul Lombard est chargé par une tenancière de bar toulonnaise, Joëlle Penel, de s'occuper de la vente par Christie's Londres de la toile de Murillo. La galerie londonienne s'inquiète auprès de l'avocat d'une éventuelle intervention de l'État français qui pourrait être en droit de réclamer le tableau. Et, effectivement, Pierre Rosenberg, conservateur du musée du Louvre, prend connaissance de la vente en consultant le catalogue établi par Christie's, un tableau qu'il a déjà cherché à acquérir à 2 reprises. Finalement, Christie's décide de renoncer à la vente. Joëlle Penel, qui prétend être héritière du tableau, charge alors Paul Lombard des négociations avec le Louvre. Seulement voilà, les testaments se révéleront être des faux. Pour sa défense, l'avocat marseillais affirme avoir confié le dossier à l'une de ses collaboratrices, maître Pestel de Bord, déjà inculpée. Il déclare aussi ne jamais avoir eu à se préoccuper de l'authenticité des testaments, dans la mesure où ceux-ci avaient été enregistrés par un notaire suisse, maître Tornard. Pourtant, le juge Bernard s'interroge sur le rôle exact de l'avocat. S'en est-il tenu à son strict rôle de conseil ou s'est-il comporté en intermédiaire dans la vente du tableau? Le juge toulonnais n'aura peut-être pas le temps de trouver les réponses à cette question. Il vient d'être promu à la vice-présidence du tribunal de Lille. 5e inculpé donc dans l'affaire. Maître Lombard, en tout cas, est sorti libre ce soir du palais de justice de Toulon après le débat contradictoire organisé en présence de son avocat, Maître Kijman. Il y a plus de 2 ans, en juillet 86, il avait abattu Loïc Lefebvre, rue Mogador à Paris. Il devra maintenant affronter les assises pour homicide volontaire. La cour d'appel a en effet aggravé les charges contre Gilles Burgos, l'ancien CRS. Agnès Poirier. Homicide volontaire, c'est sous ce nouveau chef d'inculpation que va comparaître le CRS Gilles Burgos devant la cour d'assises. Il risque la réclusion à perpétuité. Ultime coup de théâtre dans l'affaire de la rue Mogador, juillet 86. La patrouille du CRS Burgos prend en chasse une 2 chevaux. Le conducteur, Loïc Lefebvre, un jeune ouvrier peintre, tente d'échapper aux policiers et s'enfuit dans la rue Mogador. Il est abattu par le CRS Gilles Burgos qui invoque la légitime défense. Puis après 2 reconstitutions et de nombreux témoignages, le CRS reconnaît avoir tiré sur le jeune homme qui lui tournait le dos. L'expertise balistique confirme, il est inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Jusqu'à ce matin, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris requalifie l'inculpation qui devient homicide volontaire. Décision parfaitement justifiée pour Maître Lemaire, avocat de la partie civile. Maître Garot, l'avocat de Gilles Burgos, qui réclame un non-lieu, a décidé de se pourvoir en cassation. On pourrait presque dire, si vous voulez, que c'est une péripétie procédurale normale dans l'évolution d'une affaire criminelle. En avril dernier, après une altercation avec un patron de pizzeria, Burgos a été à nouveau inculpé, cette fois pour voie de fait avec violence. Emprisonné pendant 3 mois, il a été révoqué de la police nationale. Le Premier ministre va engager une nouvelle fois ce soir la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter le projet de loi audiovisuel. Le projet sera donc considéré comme adopté en 2e lecture demain après-midi, si aucune motion de censure n'est déposée d'ici là, et l'opposition ne devrait pas s'y engager. À gauche comme à droite, les alliances grincent et la préparation tantôt des municipales, tantôt des européennes se fait dans la douleur. Paradoxalement, malgré l'échange d'amabilité entre Michel Rocard et Georges Marchais, la rencontre PCPS aujourd'hui a été plus pacifique que la rencontre RPR-UDF. Véronique Satelive, Gilles Leclerc.
rogne et grogne derrière la porte close du 8e bureau à l'Assemblée nationale. En fait de vœux, l'UDF et le RPR se sont adressés reproches et critiques. Les centristes sont sur la sellette et Jacques Chirac tape du poing. Il fait valoir à Pierre Méhaignerie qu'il ne peut prétendre faire cavalier seul aux européennes et front commun aux municipales. Valéry Giscard d'Estaing, tout à son souci de préserver un semblant d'unité à l'UDF, laisse dire et se garde de mettre de l'huile sur le feu. Mais il laisse à Alain Madelin le soin de préciser que le RPR n'est pas habilité à se poser en leader hégémonique de l'opposition. Atmosphère, atmosphère. Après 2 heures de réunion, chacun est reparti de son côté. La trêve des confiseurs tombe à pic, les négociations sont gelées, les poignées de main aussi. Climat plus cordial au siège du Parti socialiste. Plus de petites phrases incendiaires, mais plutôt la volonté affichée de part et d'autre d'avancer vers un accord pour les municipales. Pourtant, si le socialiste Marcel Debarge et le communiste Paul Laurent n'ont pas hésité à étaler tous leurs désaccords, les 2 délégations en sont surtout restées au principe. Pour le reste, eh bien, avant un éventuel sommet Pierre Mauroy-Georges Marchais, on se reverra une nouvelle fois début janvier. Le professeur Jean-Claude Sherman, le spécialiste du sida, sera le suppléant de Bernard Tapie dans la législative partielle de Marseille le mois prochain. Commentaire de l'UDF Jean-Claude Gaudin: j'aurais aimé que le professeur Sherman se cantonne dans la recherche. Il brise le consensus qui existait sur son nom. À Marseille, c'est moins la situation politique que les grèves interminables des transports et des centres de tri qui font parler la ville. Entrepreneurs et commerçants se plaignent d'une baisse de 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Ils ont manifesté aujourd'hui pour exiger que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Les négociations sont en cours, tant à la Poste que dans les transports marseillais. Dans les transports parisiens, reprise du travail dans la plupart des ateliers. Il ne reste guère qu'une toute petite poignée de grévistes et donc réouverture progressive de toutes les lignes. Les élections pour le comité d'entreprise de la RATP qui ont eu lieu hier ont accusé à la fois une progression de près de 5 points pour la CGT, largement majoritaire donc, et une forte abstention. Ce résultat est un camouflet pour la direction et le gouvernement estime la CGT. La CFDT comme la CGT dit non à l'accord salarial négocié la semaine dernière à la SNCF. Seuls 4 syndicats minoritaires l'ont donc ratifié. L'économie française va de mieux en mieux. L'INSEE prévoit une croissance forte pour le premier trimestre de l'an prochain et les spécialistes de l'OCDE sont très optimistes. Gérard Leclerc. Route dégagée pour 89. Le krach de l'an dernier est bien loin. Les économies occidentales garderont une vitesse de croisière de l'ordre de 3% de croissance. Moteur de cette croissance pour la France, d'abord l'investissement industriel, en hausse de 10% grâce aux bons résultats des entreprises. L'exportation ensuite, le Made in France regagne au départ de marché à l'étranger, avec l'agroalimentaire et l'automobile notamment. Enfin, la consommation des Français restera forte malgré un ralentissement du pouvoir d'achat en début d'année. Mais la route enchantée cache quelques dangers. Les risques de dérapage inflationniste, moins en France qu'à l'étranger, Grande-Bretagne notamment. Et puis attention à la pente dangereuse du déficit commercial pour la France, extérieur pour les États-Unis. L'emploi, enfin, l'économie française a embarqué 177 000 emplois nouveaux cette année et le taux de chômage pourrait retomber sous les 10% de la population, soit tout de même 2,5 millions de personnes toujours au bord de la route. Paradoxalement, ces bons chiffres risquent de compliquer le travail d'explication du gouvernement. Les salariés trouveront dans l'embellie confirmée des arguments pour un desserrement plus rapide de la rigueur. Le gouvernement, lui, doit dans son pilotage prendre en compte les faiblesses persistantes de l'économie française et les risques soulignés par tous les organismes d'une reprise au plan mondial de l'inflation et des déséquilibres. D'ailleurs, prudente, l'INSEE limite ses prévisions chiffrées au premier semestre 89. Augmentation des allocations familiales en janvier prochain, plus 1,11%. Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales a approuvé la proposition du gouvernement. Une nouvelle hausse dont le montant n'est pas encore fixé devrait intervenir en juillet prochain. Les restaurants du cœur ont ouvert leurs portes depuis hier pour nourrir les plus démunis. Ils s'y pressaient nombreux aujourd'hui, comme l'a constaté Isabelle Stess.
Ils sont chômeurs, parfois sans domicile fixe, presque toujours sans ressources. Ils sont des milliers. Pour se nourrir, ils viendront ici tout l'hiver, au Resto du Cœur. Des fruits, du lait, du pain, parfois de la viande. Au moins un repas d'assuré par jour sur présentation d'une carte d'acédique, justificatif obligatoire, en théorie, car difficile de rejeter ceux qui n'ont pas de papier. Je ne peux plus travailler, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Il y a des jours je vais bien, mais il y a des jours je ne vais pas. C'est là. Je suis non indemnisée, c'est ma mère qui m'aide à payer le loyer HLM, c'est tout. Et j'ai des dettes. Je suis toute seule avec 2 enfants, donc j'ai besoin, j'ai les allocations, le petit chômage, c'est tout ce que j'ai. Alors il faut que j'aille quelque chose pour manger pour mes enfants pour l'hiver. Hein. J'ai honte de venir, vraiment honte, parce que demander la mendicité c'est une honte pour moi. D'arriver à cette époque-là, on a vraiment honte de venir chercher à manger pour ses enfants. Pendant les 3 mois d'hiver, 250 000 repas seront servis chaque jour, mais il reste beaucoup à faire. Au total, 500 000 personnes vivent en état de précarité. Après les avions, le train à Satori aujourd'hui, 42 wagons ont été chargés par l'armée de tentes et de vêtements à destination de l'Arménie, en présence des ministres de la Défense, des Transports et de l'Action humanitaire. D'Arménie même, tous les rescapés, plus de 86 000 personnes, ont été évacués par avion ou par train. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui à Moscou. 11 Suisses un peu surpris ont atterri cet après-midi à Zurich. Il s'agit des 11 délégués du Comité international de la Croix-Rouge qui ont reçu hier soir l'ordre impératif de quitter précipitamment le Liban. Je vous le disais hier soir, c'est la première fois que la Croix-Rouge internationale décide ainsi d'évacuer son personnel. Patricia Coste. Une fois de plus, des étrangers sont filmés en train de quitter Beyrouth. Mais ceux-là, on les croyait intouchables. Ils étaient les seuls à avoir pu rester dans le secteur musulman de la ville depuis les rapts d'Occidentaux. Protégés par la Croix-Rouge qu'ils portent sur eux, ils ont lutté inlassablement dans ce pays déchiré pour la vie et la dignité. La vie des blessés, des voitures piégées ou des combats de rue, la dignité des prisonniers qu'ils visitaient ou pour lesquels ils assuraient la transmission du courrier. Ils ont aussi souvent servi de médiateurs lors des cessez-le-feu ou des échanges de prisonniers. Mais les 20 derniers représentants au Liban de cette organisation ont le tort d'avoir un passeport suisse. Et c'est en Suisse que va bientôt être jugé un jeune Libanais chiite, Hariri, accusé du détournement d'un avion d'Air Afrique en juillet 87 et du meurtre d'un passager. C'est sans doute pour faire pression sur le gouvernement suisse qu'il y a un mois, Peter Winkler, délégué du CICR, avait été enlevé. Le CICR, qui vient de réussir à faire libérer Peter Winkler, a préféré pour l'instant ne plus faire courir aucun risque aux membres de son organisation. Les derniers représentants de la Croix-Rouge internationale quitteront le Liban demain. Carlos Beauvert, bonsoir. Vous êtes à Genève le porte-parole du CICR. C'est quand même la première fois que votre organisation claque ainsi la porte. Est-ce que ce n'est pas un précédent très grave ? Oui, effectivement, c'est un précédent grave, non seulement pour nous, bien sûr, mais dans les conséquences que cela va avoir immédiatement pour la population civile, tant libanaise que palestinienne. Mais face aux menaces extrêmement précises qui ont été proférées contre les délégués dans la nuit du 19 au 20, nous n'avions pas le choix. Leur vie était en danger. Mais comment expliquez-vous des menaces plus graves que d'habitude en 10 ans, en 12 ans de guerre civile? C'est ça qu'on comprend mal dans cette affaire. Pourquoi maintenant ? À certaines époques et dans certaines phases de cette guerre civile, il y a eu parfois des malentendus, parfois des mouvements d'humeur avec telle ou telle faction, mais au travers d'explications, de négociations que nous avons pu mener, nous avions toujours pu maintenir notre accès à peu près à tous les camps et à toutes les factions. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grave où visiblement on veut voir le CICR absent de la scène. C'est-à-dire ? C'est difficile pour nous à ce stade de commenter. Nous avons essayé de reprendre langue avec toutes les factions, tant libanaises que palestiniennes d'ailleurs, et d'obtenir des garanties fermes que nous puissions revenir avec nos délégués et une sécurité absolue. Sinon, ils ne sont pas en mesure d'agir. Nous sommes prêts à encourir les risques de guerre, naturellement. Nous sommes prêts à encourir qu'un délégué soit blessé, éventuellement même qu'il soit tué. C'est une chose que chaque délégué, lorsqu'il part, peut accepter. Qu'on pointe un revolver sur sa tempe et qu'on le vise lui de manière politiquement claire, cela est parfaitement inacceptable. Et donc c'était le cas? Ça a été le cas très clairement. À quelles conditions est-ce que le CICR pourrait envisager de retourner au Liban?
Les conditions sont assez claires pour nous. Il faut qu'il y ait un engagement parfaitement crédible de la part de toutes les factions qui composent l'échiquier politique libanais et palestinien. Ils le savent, nous l'avons dit clairement, nous partons à contre-cœur. Dès que nous aurons des assurances que nos délégués sont à même d'avoir toutes les garanties de sécurité pour pouvoir se mouvoir à nouveau librement au Liban, nous sommes prêts à réengager. Carlos Bover, merci. Merci beaucoup. À Londres, découverte par hasard ce matin d'une importante cache d'armes de l'armée républicaine irlandaise. Philippe Arroir. La nuit dernière, dans ce quartier du sud de Londres, un jeune de 18 ans s'apprête à voler une voiture. Or, dans le véhicule, un homme dort. Surpris, il tire sur le voleur, le blesse grièvement. Arrivée de la police qui enquête aux alentours et découvre par hasard une importante cache d'armes au rez-de-chaussée de cet immeuble. Il s'agit d'un arsenal de l'IRA avec explosifs, mitraillettes et du matériel pour fabriquer des bombes. Les deux occupants de la maison se sont enfuis, mais la police a leur signalement. Celui-ci en a même oublié, paraît-il, ses lunettes. La police demande à la population d'être très vigilante, surtout dans les villes, aux abords des magasins, alors que se déroulent les achats de Noël. La police n'écarte pas en effet l'hypothèse d'une campagne terroriste de l'IRA, ou bien craint des représailles de la part de l'organisation après la découverte de la cache. Même si la chance y est pour beaucoup, c'est une action majeure de la police contre les terroristes qui ont beaucoup frappé cette année. 90 morts en relation avec les événements d'Irlande du Nord. C'est l'une des années les plus meurtrières. Le juge Boulouk, toujours en charge de l'enquête sur les attentats terroristes à Paris en 86. La Cour de cassation a refusé aujourd'hui de le dessaisir. Stéphane Magnier. Requête contre le juge Boulouk faisait suite à la parution dans le Nouvel Observateur des auditions de Walid Gordji, l'ancien numéro 2 de l'ambassade d'Iran, soupçonné d'être lié à la série d'attentats à Paris en septembre 86, ainsi qu'à une interview donnée au Figaro où le juge révélait que le réseau terroriste était dirigé par Fouad Ali Saleh, dont il instruisait le dossier. La Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas là motif à dessaisir le juge, mais il reste inculpé de violation du secret de l'instruction. Inculpation par le tribunal de Paris du commissaire Jobic pour subordination de témoins. Ce dernier avait déjà été inculpé de proxénétisme aggravé en novembre 87 et écroué pendant 3 semaines l'été dernier après une confrontation avec ses accusatrices. Cette fois-ci, on lui reproche d'avoir proféré des menaces à l'encontre des prostituées amenées à témoigner contre lui. 6 ans dans les prisons espagnoles pour Jean-Philippe Casabonne, un étudiant français de 23 ans condamné par le tribunal antiterroriste de Madrid pour avoir fourni des logements à des commandos de l'ETA. Jean-Philippe Casabonne a toujours affirmé que son studio n'était destiné qu'à ses vacances. Son avocat n'a pu avoir accès ni au dossier ni au tribunal. Retour au tribunal de Paris qui ne sait plus où donner de la tête en cette veille du bicentenaire de la Révolution. Il a débouté le prince d'Orléans qui contestait à son cousin, le duc de Cadix, le titre de duc d'Anjou. Noblesse n'oblige pas toujours, aucun des deux ne semble en fait habilité à porter le titre. Adieu vont les ducs, il nous reste quand même le rosé d'Anjou. Sur le front, sur le front de la méningite, 5 cas bénins enregistrés en Loire-Atlantique, 2 autres chez des appelés du contingent dans le Bas-Rhin et la Haute-Marne, et puis un cas mortel en Seine-et-Marne, un enfant de 2 ans et demi. Quant à la grippe, comme vous pouvez le constater, elle continue ses ravages. Reprenons du souffle et un peu de hauteur pour rendre hommage à Merce Cunningham. Le chorégraphe américain présente à partir de ce soir au Théâtre de la Ville à Paris une anthologie de sa contribution à la danse moderne. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre du Festival d'automne, puisque Michel Guy, son directeur, a été parmi les premiers adeptes de l'américain. Michel Strulovici et Bernard Puissessot. La jeunesse à l'écoute du grand perturbateur. Ce maître de ballet est un empêcheur de danser en rond. Merce Cunningham dynamite depuis 40 ans les règles de la chorégraphie. Avec lui, comme jamais, le mouvement est au poste de commandement. Et puis, révolution, la musique n'est plus le support de la danse. Merce Cunningham invente de nouvelles lois.
Musique et danse sont créées indépendamment l'une de l'autre et ne se retrouvent qu'au soir de la représentation. La musique est une chose et la danse est une autre. Les deux occupent le temps, le même temps. Mais c'est possible pour la musique et la danse de couper le temps dans une manière différente. La musique pour l'oreille et la danse pour les yeux. Oui. Et le spectateur, lui, a la liberté de créer les correspondances. Le vieux maître refuse d'occuper aujourd'hui le devant de la scène. Il en préfère les marges. Son dessin, c'est l'esquisse. Aux jeunes danseurs brillants de prolonger le mouvement. Merce Cunningham se fond ton sur ton dans le décor jusqu'à disparaître de sa propre chorégraphie. De la danse encore, mais vous allez le voir, pas tout à fait le même style, avec le championnat de France de danse rétro 88. Salle comble hier soir à Bercy, plus de 17 000 personnes étaient là pour applaudir le couple vainqueur, deux retraités d'Aquitaine. Francis Marotto. Bercy finalise pour les fanas de danse rétro. En fait, les plus de 50 ans étaient 17 000 au rendez-vous d'hier après-midi sous le chapiteau du Palais Omnisport de Paris-Bercy pour le 3e championnat de France de danse rétro sous l'égide de Radio Bleu et du Temps de Vivre. Alors question, qu'est-ce qui les motive et surtout que leur apporte la danse? On s'est connus il y a 6 ans dans un bal et puis depuis on n'a plus arrêté de danser. D'autre part, on aime la toilette, ce qui nous donne l'occasion de porter, moi, de me faire de jolies robes, de me maquiller, de me coiffer. Au programme du jour, 3 tours de valse, un tango et un passo. C'est ce que doivent danser les 22 engagés en fait, les 22 finalistes représentant les 22 régions françaises. C'est beau, surtout quand c'est si bien dansé. La preuve, regardez. Les vainqueurs, tout de même, ils ont effectué le voyage d'Aquitaine, Jacques Dubut, Yolande Chauvet. Mais écoutez leur confession et surtout ce vœu étonnant. Ce serait de mourir sur la piste dans une valse. Également. Je ne sais pas si ce serait dans une valse, mais enfin mourir sur la piste, une piste de danse, ce serait vraiment formidable. Tout de suite. Une image et un mot de ski avec le slalom de San Anton en Autriche, comptant pour la Coupe du Monde masculine. Vainqueur, l'Allemand de l'Ouest Armin Bittner. Le grand perdant de la journée, l'Italien Tomba, qui est tombé. Bittner donc qui remporte ce slalom homme. Maintenant les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet demain à Vincennes. Le 13, le 11, le 8, le 7, le 4, le 6, le 18 et le 12. Voilà, Laurent Cabrol va vous parler du temps dans un instant. Notre dernière édition tout à l'heure vous sera présentée par Henri Sagnier. Demain, 6h45 Télématin avec Roger Zabel, 13h William Lémergie, Brigitte Simonetta bien sûr, et j'aurai le plaisir, j'espère, de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.